les études sont parcellaires. Par exemple, au service de psychiatrie, nous pouvons faire une étude sur la dépression du postpartum. À l'hôpital Yalgado en gynéco, oui, ils peuvent aussi en faire. Mais ces chiffres-là ne nous permettent pas de donner un chiffre global. Ce n'est pas un chiffre en population générale. Ce n'est pas une étude qui a été faite dans tout le Burkina et qui va révéler que, bon, il y a tant de femmes qui font la dépression du postpartum après. Mais sur le plan mondial, sur le plan, il y a des études qui ont été faites ailleurs et que l'OMS certainement a extrapolé. Et on peut dire que, par exemple, dans le monde, 15 à 20% des femmes qui ont accouché font une dépression dans l'année qui suit l'accouchement. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup. Si on rapporte ça au Burkina Faso, ça veut dire qu'on a à peu près, bon, si c'est la population générale, on a à peu près dans 200 000 femmes peut-être qui peuvent présenter voilà, une dépression du postpartum. Mais est-ce que par exemple en psychiatrie, vous recevez des femmes qui souffrent justement de cette dépression-là? Et en moyenne, combien peut-être par mois ou par an? En psychiatrie, nous en recevons, c'est-à-dire qu'on nous demande souvent de voir une femme qui, après un accouchement, ne va pas bien. Oui. Voilà, ne va pas bien. Généralement, la dépression du postpartum peut être gérée même en maternité ou bien même par un médecin généraliste. Okay. Si bien que en psychiatrie, comme c'est très spécialisé et comme il y a la stigmatisation bon, qui n'en vaut pas la peine, donc les femmes arrivent en psychiatrie quand c'est grave. Quand c'est très grave. Quand c'est très grave. Okay. En ce moment, la femme est ralentie, donc elle a des idées suicidaires, elle a tenté souvent de tuer son bébé, et bon, ça ne va pas du tout. En ce moment, nous recevons la femme. Donc, par rapport à ça, il y a des chiffres qui sont là, on en reçoit fréquemment. Donc, dans l'année là, jusque-là, bon, je pense qu'on a des chiffres qui avoisinent 20 à 30 femmes qui nous sont souvent référées de la maternité. Et en clinique privée aussi, il y a des femmes qui viennent parce que justement, elles ne veulent pas aller en clinique publique à cause de la stigmatisation. Donc, elles viennent demander la consultation en privé. Donc, ce qui est sûr là, il y a une fréquence notoire, c'est-à-dire que une fréquence notoire de ces femmes-là qui commencent à consulter quand ça ne va pas, ou bien elles sont amenées d'ailleurs en consultation parce que généralement elles-mêmes, elles ne veulent plus rien. Quand elles sont déprimées, elles n'ont envie de rien, peut-être seulement se suicider. Et c'est dommage. Est-ce que pour les femmes qui viennent chez vous, est-ce qu'il y a un profil peut-être donné, un profil type ou généralement? Oui, on peut dresser un porteur robot. On peut dresser un porteur robot de ces femmes. C'est généralement des citadines. Donc, peut-être c'est parce que nous sommes à Ouagadougou. Et c'est généralement des femmes qui occupent le premier rang dans leur fratrie, c'est-à-dire que première fille, ou alors Benjamin. Ce sont des femmes qui ont un emploi, qui ont un certain niveau socio-économique et qui aussi sont avancées sur les études, donc au niveau des études généralement. Donc entre responsabilité certainement au service, à la maison, ça peut compliquer quand on accueille un bébé. Mais et en termes, donc, ça veut dire que vous avez répondu justement à ma prochaine question, c'était de savoir si c'était les femmes de villes qui sont plus concernées par ce phénomène que les femmes de campagne. Est-ce que vous est arrivé de recevoir une femme de campagne? Ah, bien sûr. Ah. Il y a des femmes de campagne
Il y a des femmes de campagne, mais le portrait robot, c'est-à-dire que la fréquence, c'est les femmes qui sont en ville. Mais je ne peux pas dire que c'est seulement les citadines parce que nous sommes à Ouagadougou. Okay. Il est plus facile pour une femme de Ouagadougou de venir me voir qu'une femme par exemple, de Falaguntou, de venir à Ouagadougou. C'est très difficile ça. Mais on remarque ça, et puis ce n'est pas seulement le seul constat, parce que même en matière de vomissement gravidique, on a fait aussi des études là-dessus. Les femmes qui vomissent au cours de leur grossesse, on avait remarqué aussi que c'était des citadines, des femmes qui ont un certain niveau d'études, des femmes qui sont employées ou bien qui ont un emploi rémunéré, et aussi des femmes qui étaient soit premières de leur fratrie ou benjamines de la fratrie. Et puis, on peut ajouter qu'il y avait aussi des traits de personnalité qui étaient là. Il y a des gens qui... nous, on parle de traits de personnalité histrioniques, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont généralement sensibles au bonus et au malus. Bon, donc, c'est ce qu'on a trouvé. On retrouve ça aussi avec la dépression du postpartum. Alors, parlons de dépression du postpartum ou dépression après accouchement. Quelles sont en fait les principales causes d'une telle situation chez la femme? Alors, déjà en psychiatrie, nous, on ne parle pas de cause. Okay. On parle toujours de facteurs. Facteurs. Donc, des facteurs qui peuvent favoriser l'éclosion, par exemple, de la maladie. Donc, dans la dépression du postpartum, il y a déjà la grossesse elle-même qui est un facteur. Okay. On dit que la grossesse est un boom hormonal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sécrétions d'hormones qui vont aider justement la femme au cours de la gravidité, au cours de la grossesse. Et puis, il y a le deuxième facteur, le stress. Le stress, je dirais même que c'est le premier facteur. Puisque même être en grossesse, on est stressé. Et quand en parlant de la grossesse, surtout quand la grossesse n'a pas été préparée, si c'est encore une grossesse non désirée, alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent. La femme se pose beaucoup de questions et il y a ce stress-là qui va durer pendant 9 mois. Et au finish, le stress-là peut entraîner la dépression chez la femme. Vous voyez. Oui. Il y a également aussi, les autres facteurs de stress psychosociaux, c'est-à-dire que la vie en couple, ça aussi, c'est une question qui est là. Le mari, oui. Je n'accuse pas le mari. Non, qu'est-ce que le mari peut faire qui puisse affecter? Voilà, le mari qui, par exemple, ne prend pas soin de sa femme, ça peut entraîner chez celle-là un stress qui peut conjuguer à d'autres facteurs entraîner. Ce n'est pas ça seulement qui va entraîner, c'est pourquoi on dit facteur. Okay. Il y a la conjonction de plusieurs facteurs qui peut faire que la grossesse et la dépression viennent. Ensuite, il y a la naissance même de l'enfant. Et puis, au moment où la femme est en grossesse, elle se pose beaucoup de questions. Oui. Est-ce que mon enfant là va vivre? Est-ce que l'enfant il va ressembler à son père? Ou bien quel nom on va donner, etc. Comment on va préparer le baptême? Il y a plein de dépressions qui déclenchent juste une semaine après le baptême, ou bien même avant le baptême, ou le jour du baptême. Oui. Parce que ce baptême, soit a été mal préparé, ou bien que les promesses n'ont pas tenu. Par exemple, ce jour-là, si le mari avait promis lui remettre la clé d'une moto et puis il n'y a pas la moto, ça augmente le stress. Ou alors, c'était un gros mouton, et puis après, prévu alors que ça devient maintenant une chèvre ou bien
des poulets simplement, on devrait inviter beaucoup de monde, on n'a pas invité, etc. Tout ça, ce sont des stress. Bon, on néglige ça, mais c'est des choses qui, conjuguées à tout ce qui existait avant, peut entraîner la dépression. Ensuite, le travail même, le travail aussi. Okay. Est-ce que le travail a duré? Est-ce qu'après le travail, la femme est tombée malade, etc. Tout ça, ce sont des stress qui peuvent entraîner la grossesse. Et puis maintenant, il y a d'autres facteurs souvent qui sont peut-être d'ordre génétique. Par exemple, si la femme a des antécédents de maladie mentale, voilà, ça peut entraîner l'avènement de la dépression. Ou alors si dans sa famille, il y a, par exemple, des antécédents de troubles mentaux, la femme peut présenter une dépression. L'enfant qui est né, est-ce que l'enfant est né normalement? Oui, il n'y a pas de problème. L'enfant est né déformé, il y a des problèmes. Voilà, l'enfant a commencé à être malade très tôt, il y a des problèmes. Parce que la dépression du postpartum, ça va de la naissance jusqu'à 6 mois. Pour certaines classifications, c'est jusque même à 1 an. Voilà. Et puis, cette dépression-là peut commencer même avant la naissance, c'est-à-dire au cours de la grossesse, la femme avait déjà des problèmes. Et la conjonction de ces problèmes-là avec la naissance peut donner, une dépression. Actuellement, on regroupe tout ça, les maladies au cours de la grossesse, après la naissance, dans un grand groupe qu'on appelle la gravido-puerpéralité. Les troubles de la gravido-puerpéralité, c'est-à-dire les troubles de la grossesse et de l'accouchement. Voilà. Alors, professeur, on comprend que c'est assez de causes qui vont de la grossesse jusqu'à après l'accouchement et assez de facteurs pour reprendre vos termes. Je vous invite à suivre avec moi le témoignage d'une dame qui a vécu des accouchements difficiles. On va le dire, c'est vraiment malheureux. On va écouter notre témoin anonyme. Bien sûr, elle a eu 5 accouchements. Et malheureusement, elle a perdu 4 de ses enfants. Elle n'a qu'un seul qui a survécu et elle pointe vraiment du doigt un mauvais traitement pendant son accouchement. On va plutôt regarder son témoignage, écouter attentivement et on revient pour poursuivre. Je suis une femme mariée. J'avais 5 enfants, mais suite à des difficultés et problèmes rencontrés, j'ai perdu 4 de mes enfants et il me reste qu'un enfant. Cette situation a créé des problèmes dans mon couple. Concernant la maternité, il y a des agents qui travaillent par vocation, mais d'autres, ce n'est pas le cas. J'ai été traumatisée pendant mes 4 accouchements. J'ai vu mes 4 enfants mourir après chaque accouchement sous mes yeux et les agents de santé n'ont rien pu faire. Moi, je demande à l'État de voir le cas de ceux qui travaillent à la maternité, surtout les sages-femmes. Les maïoticiens valent mieux que les sages-femmes. Entre femmes, on devrait se comprendre, mais ce n'est pas le cas des sages-femmes. Par exemple, à mon dernier accouchement, j'ai vraiment souffert. Il y a un médecin qui me suivait, mais il était en congé à l'approche de mon accouchement. De son congé, il m'a demandé d'aller faire une échographie. Après l'écho, on a constaté que l'enfant était déjà mort. Il m'a dit que vu que l'enfant était mort, il ne fallait plus faire de césarienne. Donc, il m'a référé chez les sages-femmes. Arrivé là-bas, elles m'ont dit de rentrer et de faire des examens et ramener le lendemain. Ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée le lendemain matin avec les examens, j'ai attendu de 5 heures du matin à 11 heures et les sages-femmes ne m'ont pas encore examinée. Alors, je suis allée vers elles et je leur ai dit de s'occuper de moi.
Elles m'ont dit que mon cas n'était pas urgent et que je pouvais attendre. Je n'ai pas accepté et on s'est disputé. J'ai donc appelé une sœur sage-femme à mon secours. C'est avec son intervention que les sages-femmes se sont occupées de moi maintenant. Pour dire vrai, j'avais peur pour ma vie aussi, vu que j'avais perdu déjà l'enfant dans mon ventre. Si je n'avais pas de connaissances dans la santé, je pouvais mourir comme mon enfant. Après tout ça, cela a créé des problèmes dans mon couple. Et même au service, c'était pas facile. Je travaillais dans le secteur du privé. J'ai dû démissionner de mon travail. Sincèrement, que l'État vienne en aide aux femmes, car on souffre beaucoup. J'encourage mes sœurs à se battre aussi, quelles que soient les difficultés, car les larmes ne peuvent pas résoudre le problème. Moi, par exemple, avec les difficultés pour avoir un enfant vivant, mon mari a enceinté une fille et a eu un enfant dehors. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je m'occupe de mon unique fils parmi mes 5 accouchements et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Au service, même au service, c'était pas facile. C'est pas facile. Donc j'étais obligée de démissionner. Okay. Merci beaucoup, professeur. Vous venez d'écouter le témoignage de notre anonyme. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, elle a témoigné, c'est une très bonne chose. C'est des situations qui se sont répétées en elle et qui peuvent être effectivement à l'origine d'une dépression. Mais je pense qu'elle a... Peut-être qu'elle traîne sa dépression, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a pu faire face. Je rappelle que quand elle a témoigné, on a dû arrêter à un moment donné parce que vraiment, elle pleurait à un moment donné à cause de larmes. On n'a pas pu tout... donc ça veut dire qu'elle n'a pas fait le deuil de la perte de ses 4 enfants, c'est ça? Oui. Donc ça veut dire que c'est un deuil peut-être pathologique et qu'il faut bien qu'elle puisse parler, soit avec un psychiatre, soit avec un psychologue, parce que c'est un traumatisme qu'elle a eu. Un traumatisme qu'elle a eu et on peut revenir là-dessus. Peut-être qu'elle-même aujourd'hui, prendre une grossesse, c'est tout un problème pour elle parce qu'elle va revivre tout ce qu'elle a vécu et c'est ça qui définit l'état de stress post-traumatique. Et elle a été suffisamment traumatisée. Maintenant, la partie concernant les pertes des enfants, bon, je ne défends personne, mais je me dis que les morts in utero, ce n'est pas lié à la maltraitance des sages-femmes, je pense pas. Je pense pas. Les morts in utero, peut-être qu'elle peut faire des investigations. Je ne suis pas gynécologue. C'est quoi justement les mots de quoi vous avez dit? Mort in utero. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mort dans le ventre, dans le vagin. Ah, de l'enfant. Voilà. Ok. Pas la mort dans l'utérus. Ah, oui. L'enfant qui est mort dans l'utérus. Dans l'utérus. Voilà. Donc, la mort dans l'utérus, je pense que il y a plusieurs... Je ne suis pas gynécologue, oui. Mais il y a des causes très, très simples comme ça. Comme, par exemple, le diabète. Le diabète de la grossesse. Diabète gravidique. À la fin de la grossesse, généralement, si on ne fait pas attention, l'enfant meurt. Je ne suis pas gynécologue, mais je sais que ça peut expliquer ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Elle devrait investiguer parce que depuis premier enfant perdu, deuxième enfant, troisième enfant, elle devrait faire suffisamment une investigation avec son gynécologue pour pouvoir... avant de refaire. Bon. Mais ça aussi, peut-être qu'il y a eu une insuffisance. Non, il n'y a pas de... Mais je suis certain que cette dame traîne un état de stress post-traumatique. Parce que, comme elle l'a dit, elle-même, elle a été confrontée au réel de la mort.
elle a pensé à un moment donné qu'elle devait mourir aussi, comme son fils et comme son bébé. Mais elle n'est pas morte, elle a survécu. Donc il y a un traumatisme qui est là et qu'elle va revivre tout le temps. Le fait même de venir témoigner, c'est peut-être bien pour elle. Le fait d'en avoir parlé, c'est bien pour elle. Oui. Mais elle doit continuer de consulter, en tout cas de voir un psychiatre ou bien de voir un psychologue pour parler avec ces personnes-là. Ça peut lui permettre maintenant de bien réintégrer la vie sociale. Actuellement, là, elle se concentre sur son activité pour oublier en fait le traumatisme qui est là, qu'elle vit. Donc je pense que c'est ça. D'accord, c'est vraiment un extrait qu'on a écouté. Après, on verra donc le dernier extrait de son témoignage. Alors, professeur, vous avez parlé donc des effets qui peuvent déclencher ou entraîner la dépression donc après l'accouchement. Mais généralement, quelles sont peut-être les difficultés aussi que les femmes vivent après l'accouchement qui peuvent s'agripper quand même, s'agripper à ces facteurs-là? Après l'accouchement, la femme a besoin d'assistance. La femme a besoin d'assistance. Elle a besoin d'être assistée. Elle a besoin de ne pas se sentir seule. Elle a besoin de voir qu'il y a des gens qui sont autour d'elle. Même si elle a frôlé la mort et qu'elle se réveille, voilà, elle sait qu'elle n'était pas seule pour cette épreuve-là. Ça peut manquer. Et quand elle arrive à la maison, elle a toujours besoin d'assistance. Le bébé là, souvent, surtout les primipares, celles qui accouchent pour la première fois. La première fois, ben, elles ne savent pas comment ça se passe. Il y en a qui ne savent même pas comment il faut tenir l'enfant. Et puis, chaque enfant a son histoire. Et dès qu'elle voit l'enfant, l'histoire se répète. Donc, elle se rappelle l'histoire de cet enfant. Et chaque enfant est unique à son genre. Donc, il faut assister la femme qui vient d'accoucher. Il ne faut pas dire qu'elle est primipare ou elle est multipare. Non, il faut assister toute femme. Puisque la grossesse, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais malheureusement, ce que nous avions de très précieux, nous sommes en train de perdre ça. Culturellement, la femme qui accouchait était très bien assistée. Et dans certaines cultures même, elle ne doit pas accoucher n'importe où. Elle doit être assistée par des gens. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, on pense qu'on n'a pas besoin de la belle-mère. On crée des syndromes de belle-mère. On dit non, ne viens pas parce qu'elle est sale, elle ne peut pas tenir mon enfant. Des trucs comme ça. Et seul, on ne peut rien faire. Je vous assure, une fois à minuit, il y a une dame qui m'appelle. C'est 2h du matin d'ailleurs. Elle dit que oui, que son bébé pleure. Elle ne sait même pas comment il faut prendre le bébé. Elle a pris le bébé, l'a posé sur le lit, et puis elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Oh oui. Tout de suite, j'ai compris que cette dame-là, elle est dans un trouble du postpartum. Elle est dans un trouble du postpartum. Je lui ai dit, bon, écoute, appelle ta maman. Ta maman n'est pas à côté. Bon, appelle ta belle-mère. Ok. Bon, ta belle-mère est à côté, que oui. Bon, pourquoi elle n'est pas avec toi? Bon, ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Elle a pensé qu'elle, elle peut s'occuper de son enfant. Mais après l'accouchement, le mari a voyagé, elle est restée seule à la maison. Ah oui. Elle a le bébé. C'est la première fois qu'elle a un bébé. Donc, certainement, le trouble était là, Oui. et elle avait maintenant des difficultés, puisque elle pouvait même prendre le bébé et aller mettre dans le WC. Elle pouvait tuer le bébé. Parce que quand le trouble est là, on ne peut pas contrôler. Donc, il faut assister la femme qui a accouché
Et je pense que culturellement, c'était très bien fait. Entouré de la belle famille, Voilà. des vieilles même Exactement. parents, de Voilà. la communauté Voilà. qui s'occupent de vous, de votre bébé. Exactement. Et ça se passait plutôt bien pour ces femmes qui accouchaient en son temps. Voilà, mais maintenant là, bon, C'est les monsieur, femmes, madame, seuls quelque part dans leur village. dans leur villa, voilà, et il n'y a pas de voisin à côté. Hein. Même si elle crie, il n'y a aucun voisin. C'est ça. Heureusement qu'il y a le téléphone pour appeler le docteur ou bien les connaissances. Oui. Sinon, il n'y a pas de Et vous l'avez dit, hein, que le manque de sommeil aussi est un des facteurs que vous avez précité. C'est un symptôme. C'est-à-dire que la femme qui vient d'accoucher, Oui. si vous constatez qu'elle ne dort pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire. Ah, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Et c'est un symptôme cardinal. Donc le sommeil se retrouve presque dans toutes les pathologies psychiatriques. Donc il faut surveiller la femme qui vient d'accoucher. Si elle ne dort pas, si elle devient triste, si elle commence à s'agiter, si elle commence à dire « je ne comprends plus rien », bon, mon enfant, je ne sais pas ce que je vais en faire, etc. Oui. Donc tout ça, il faut t'en occuper. Sinon, ça peut devenir une dépression. Et ça sera dommage. Parlons justement des conséquences de cette dépression après l'accouchement pour la femme, mais pas que. Hein. Quelles peuvent être justement les conséquences pour la femme, mais pour le bébé aussi, et pour le mari et toute la famille? Je commence par le mari. Le mari, lui aussi, peut faire sa dépression. C'est vrai qu'on parle depuis de dépression chez la femme. Oui, mais voilà, L'homme aussi comme, peut être déprimé. oui, comme féminin au pluriel, mais il faut ajouter l'homme. Hein. D'accord. Donc, le mari aussi peut faire sa dépression. Et bon, on appelle ça le syndrome de la couvade, c'est-à-dire qu'il peut être, il peut être très content parce que sa femme a accouché. Et puis, ce n'est que éphémère. Après, il plonge dans la dépression parce que peut-être il voit qu'il y a beaucoup de stress, il y a des choses auxquelles il faut faire face, etc., etc. Donc le mari aussi peut faire la dépression. Ok. Ça, c'est une conséquence pour l'homme. Et autre conséquence pour l'homme, bon, c'est ce que vous connaissez, hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'occupe bien de son enfant et de sa femme. Et il ne faut pas que... Je vois généralement les gens dire que maman et bébé se portent bien. Et on oublie l'homme. Hein? Alors que ce type-là, il a été insomniaque durant le 9e mois certainement. Il n'a pas dormi tout le 9e mois pour pouvoir travailler à ce que sa femme accouche dans de très bonnes conditions. Maintenant, les conséquences pour la femme, la dépression peut s'aggraver. Et quand ça s'aggrave, elle est ralentie, elle délire même maintenant, elle a des idées suicidaires, elle ne peut rien faire, elle ne veut rien faire. Et souvent, elle veut tuer son enfant. Ça, c'est une aggravation vraiment du tableau dépressif. Et avec toujours la femme, bon, ça peut se continuer, ça peut ne pas guérir tout de suite. Et ça peut se répéter à chaque grossesse aussi. Ça, ce sont des conséquences à moyen et à long terme qui peuvent se passer. Maintenant, pour toute la famille, il va sans dire que quelqu'un qui est malade, toute la famille est malade. Elle ne dort pas, personne ne peut dormir dans la maison. Donc, toute la famille est malade. En matière de santé mentale, bon, il faut s'occuper non seulement de la femme, de la famille aussi. Sinon, ça ne va pas aller. Est-ce qu'il y a un impact aussi sur peut-être le système sanitaire? Le système sanitaire, bon, est-ce que nous, on peut parler de ça? L'impact sur le système sanitaire. Il y a des spécialistes pour s'en occuper. Fort heureusement. Il y a des spécialistes pour s'en occuper, sauf que les gens ne viennent pas nous trouver. Ils ne viennent pas trouver le spécialiste. Ou bien ils se présentent à des mauvaises portes, alors qu'il y a des spécialistes.
Donc c'est ça le problème. C'est par manque d'informations. Il y aura souvent, non, parce qu'on se dit que ce n'est pas tellement un problème grave ou on ne sait pas vers qui se tourner pour parler. C'est les deux. Il y a l'ignorance, le manque d'information, mais il y a aussi le fait qu'il y a la stigmatisation. Ah. Les gens pensent que oui, bon, sa tête ne travaille pas bien. Si on va en psychiatrie, on va dire que elle est folle. C'est la femme d'un tel qui est... Alors que c'est mieux de venir pour éviter plutôt la folie. Parce que quand vous ne venez pas là, après ça, c'est vraiment ça qu'on va appeler la folie. Il vaut mieux venir quand ça commence pour pouvoir prévenir. C'est comme toute maladie. Hein. Plus tôt on intervient, mieux ça vaut. C'est ça. Mais si on va intervenir tard, les choses se sont gâtées déjà. Et puis maintenant, on va réparer. C'est pourquoi d'ailleurs, en gynéco, il faut aujourd'hui recruter des psychologues cliniciens qui vont s'entretenir avec les femmes, qui vont gérer leur stress. Bon, on va y arriver certainement. Je suis sûr que vous allez me poser la question à savoir comment on va traiter ça. Ça. Mais il faut qu'il y ait des gens qui, dès la grossesse, prennent en charge la femme jusqu'à l'accouchement. Ça existe, en Europe déjà ça existe. Ici, nous n'avons pas assez de spécialistes, mais je pense que si la femme y pense, et si le couple y pense, ils peuvent trouver un psychologue qui va parler avec la femme, qui va gérer le stress, ou bien aider la femme à gérer son stress jusqu'à ce qu'elle accouche. Et là, ça ne sera pas à 100% sûr qu'il n'y aura rien, mais quand même, on va éviter, voilà, beaucoup de choses. Alors, c'est déjà une des solutions que vous nous proposez. On va revenir aux solutions tout à l'heure. Mais on va suivre la suite du témoignage de notre anonyme. Donc, je rappelle que c'est notre anonyme qui a bien voulu partager son histoire avec nous. On a écouté l'extrait 1 où elle avouait comment, elle nous expliquait comment elle a vécu un de ses accouchements. Elle a eu au total 5 accouchements. Malheureusement, elle n'a pu garder qu'un bébé vivant, un enfant vivant, parce que les 4 accouchements, ça ne s'est pas bien passé et puis malheureusement, elle a perdu ses enfants. On va suivre la suite de son témoignage. Ça n'a pas été facile. Parce que mon mari a dit que je n'enfante pas, que je fais des morts-nés. Il allait enceinter une fille dehors et ça jouait beaucoup sur le couple. Ça jouait beaucoup sur le couple. Guérir de ça totalement. Non, il y a toujours des blessures. Même si on fait des efforts, il y a toujours des blessures. Non. Le conseil que moi j'ai à donner aux hommes, de comprendre que l'enfant, c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils n'ont pas sur l'enfant. Donc s'il y a problème d'enfant dans la famille, que l'homme comprenne. Il n'a qu'à se mettre à la place de la femme, de mettre la femme à la place de son enfant, de comprendre que toute chose vient de Dieu. Non pas la femme. Et les femmes qui traversent ces moments difficiles, quel est le courage d'affronter la vie? Il ne faut pas qu'elles se laissent faire. Parce que mon mari m'a fait ça, je dois planifier, je dois aller me donner avec un autre homme, ce n'est pas la solution. Et non qu'à chercher quelque chose à faire pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Si il y a un enfant, pour qu'elle puisse s'occuper de son enfant. Donc moi je suis mon unique enfant, je paye sa scolarité. Il est dans une école de 125 000, la scolarité, je paye sa scolarité. Je fais tout pour lui. C'est parce que j'ai eu le courage. Si j'allais planifier, les larmes n'allaient jamais m'aider à surmonter ce que je vivais. Alors, vous venez d'écouter le témoignage. C'est la suite donc du témoignage de notre témoin anonyme.
Je rappelle que nous sommes avec professeur Campou. Je rappelle que nous sommes Alors, vous venez d'écouter la suite du témoignage de notre témoin anonyme qui a bien voulu partager son histoire avec nous. Alors, je rappelle que pour ce numéro de Féminin Pluriel, nous sommes avec le professeur Kapouné Carfo, donc psychiatre et chef de service psychiatrie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Alors, professeur, vous venez d'écouter justement ce qu'on pourrait appeler solution ou solution à elle-même de notre témoin. Elle a dit, elle a préféré se concentrer sur son unique fils, sur l'entrepreneuriat pour faire une activité. Elle a eu des soucis avec messieurs, donc elle préfère même le laisser de côté, mais se concentrer sur elle-même. Elle encourage d'ailleurs les femmes à prendre leur destin en main quand elles vivent ce genre de situation. Est-ce que vous pensez qu'elle est guérie? Bon. Elle a trouvé sa solution. Mais c'est une solution qui ne traite pas le trouble que je suis convaincu qu'elle a. Parce qu'elle essaie juste, par exemple, voilà, de se concentrer sur le travail pour oublier les problèmes. C'est ça, non? Oui. C'est vrai, elle a été traumatisée, elle a été psychotraumatisée, mais ce que je constate, c'est que son mari n'a pas compris. Son mari ne l'a pas compris. Puisqu'il a même fait un enfant dehors avec nous. Ce n'est pas un problème, même s'il a fait un enfant dehors là, il pouvait comprendre sa femme. Il faire un enfant dehors, c'est peut-être encore traumatiser davantage la femme. Et comme il ne l'a pas compris, bon, le problème demeure. Le problème demeure. Et elle aussi, bon, je pense que elle n'a pas aussi, je ne dirais pas compris son mari. Peut-être qu'il n'y a pas eu, voilà, vraiment une communication, une très bonne communication dans le couple, ce qui fait que le problème est parti comme ça. Mais ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas la solution. La solution, ce n'est pas d'éduquer son enfant seul. La solution, ce n'est pas de s'occuper seul de son enfant. La solution, ce n'est pas de se retirer, de rester dans son coin. Non. Elle doit vivre avec son mari. Elle doit vivre avec son mari. Donc moi, je pense que tout ça, c'est un problème du couple. Ce n'est pas elle seule même qu'on doit prendre en charge, c'est tout le couple. Tout le couple et même la famille, parce que peut-être que l'enfant aussi a des problèmes. L'enfant, s'il a vécu tout ça dans la famille, peut avoir aussi des problèmes aujourd'hui. Ce qui nous permet aussi de tomber dans les solutions. Déjà, comment on peut prévenir, c'est-à-dire en tout cas éviter cette dépression après accouchement? Bon, il faut minimiser. Peut-être on ne peut pas dire qu'on va prévenir à 100%. Donc, et puis ce n'est pas toutes les femmes aussi qui présentent ça. Oui. On a dit 15 à 20%, donc ce n'est pas toutes les femmes qui présentent ça. Mais ce qui est bien, c'est d'abord apprendre à la femme à gérer son stress au cours de la grossesse, surtout. Parce que si au cours de la grossesse, il y a du stress et que la femme a appris à gérer le stress, ça peut aider à éviter un tant soit peu la dépression. Ce n'est pas seulement la gestion du stress, mais c'est aussi la gestion des problèmes. Il peut avoir des problèmes. Et s'il y a des problèmes que le couple évite de communiquer sur le problème ne sera jamais résolu. Et si le problème n'est pas résolu, le problème génère le stress. Et le stress peut entraîner alors la dépression chez la femme après accouchement. Donc, il faut
apprendre la femme à gérer son stress, il faut communiquer. Il faut parler avec certainement un spécialiste au cours de la grossesse. Donc c'est pourquoi il nous faut des psychologues cliniciens en gynécologie, en pédiatrie, partout d'ailleurs. Parce qu'on a besoin de parler toujours. Parce que maintenant, bon, encore ça va, on est en Afrique, on peut encore parler avec des gens. Ailleurs, il n'y a personne à qui parler avec. Donc si on n'apprend pas à communiquer avec ceux qui sont autour de nous, on ne pourra pas gérer bien notre stress. Ça, c'est vraiment la première. Maintenant, il y a des choses que, par exemple, même quand on sait qu'on a des antécédents de pathologie mentale et qu'on pense que la dépression peut survenir, eh bien, en consultant le spécialiste, il peut indiquer des choses qui vont faire que les choses soient atténuées pour qu'il n'y ait pas un déclenchement, voilà, de la dépression du postpartum. Maintenant, si la dépression arrive, il faut traiter. Il faut traiter. Et comment justement traiter cette dépression? Bon, il y a deux méthodes. Il y a qui peuvent être combinées, parce qu'il faut les combiner. Il y a la psychothérapie, le traitement avec la parole, sans les médicaments. Donc, la patiente va aller voir le psychiatre ou le psychologue, et puis, bon, ils vont parler. Donc, on peut encore, s'il y a toujours du stress, on va continuer de gérer le stress, de lui apprendre à gérer le stress, et puis faire une psychothérapie de soutien aussi. Il faut soutenir la femme dans ses problèmes. Quand elle sent qu'il y a une écoute quelque part, eh bien, ça vaut mieux. C'est-à-dire qu'elle sort toujours allégée. Il y a des femmes qui viennent en consultation, elles arrivent en pleurant, elles pleurent bien dans le bureau, mais quand elles ressortent, elles m'appellent pour dire « Docteur, vraiment, je me sens léger aujourd'hui parce que j'ai pu quand même vider mon sac. » C'est-à-dire j'ai pu dire vraiment ce que j'avais et je n'avais personne à qui me confier. Donc ça, c'est une bonne chose. Souvent, avec ça seulement, on peut gérer, on peut régler le problème des dépressions légères. Il y a des dépressions qui sont légères avec seulement la psychothérapie, donc de soutien, on peut gérer la dépression. Maintenant, si ça ne va pas, on peut ajouter le traitement médicamenteux. Et actuellement, il y a de bonnes molécules qui peuvent aider la femme, en tout cas à remonter en surface, à ne pas rester dans le creux de la vague et à bien s'occuper de son enfant. Donc, et aussi, mais à bien gérer le reste, puisque une fois qu'elle remonte, elle reprend la gestion de sa famille, il n'y a pas de problème. Avec l'aide, bien sûr, de l'homme. Et on ne peut pas aussi faire ça sans associer le mari, sans associer l'environnement. Donc, il faut que tout le monde participe à la prise en charge, de la dépression. Tout le monde participe. Donc, que ce soit le mari, bien sûr, naturellement, vous avez dit, la belle famille, je veux parler de la belle-mère et l'entourage. L'entourage. Parce que quand la femme se sent vraiment assistée, les choses vont vite. Mais quand on se sent seul, bon, la dépression, c'est quoi? Bon, le passé est critiqué. Le présent est invivable. Et il n'y a pas d'avenir. Donc, il faut se tuer. C'est ça. Mais quand on arrive à expliquer le passé et que dans le présent, les gens vous assistent, que vous vivez normalement, vous pouvez encore anticiper. Donc, vous pouvez vous projeter dans le futur. Et une fois qu'on arrive à se projeter dans le futur, la dépression est terminée. Je rappelle que la dépression, c'est quelque chose qui se traite, qui se guérit. Faut pas, les gens pensent qu'on ne guérit pas de la dépression. Non, on guérit de la dépression. On peut guérir de sa dépression. On peut guérir de la dépression. Et après l'accouchement, surtout avant, vous avez insisté sur le stress, qui est un
des facteurs qui peuvent entraîner donc la dépression après l'accouchement. Et parlant de, et vous avez dit aussi que quand on parle de dépression postpartum, ça va jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Ouais. Et pour les femmes qui travaillent après l'accouchement, généralement à 3 mois, elles doivent reprendre le travail. Et c'est souvent à ce moment aussi que peut-être les choses s'aggravent. Surtout quand vous n'avez pas de l'aide à la maison, entre bébé et la nuit, vous ne dormez pas assez. Le matin, il faut être très vite réveillé. Ensuite, la charge familiale avec la cuisine à faire et tout. Et bien sûr, le travail. Le stress peut s'installer. Oui. Comment on fait pour justement sortir de cette situation et éviter le stress qui peut entraîner ensuite la dépression? Oui, bon, j'ai eu un cas où, par exemple, le jour de la reprise, le jour où elle a fait les 3 mois de maternité, et je me demande pourquoi on ne donne même pas aussi 1 mois à l'homme, je ne sais pas. C'est nécessaire pour Puisque l'homme peut faire la dépression du postpartum. Mais cette dame-là, c'est le jour de la reprise. Bon, elle s'est réveillée, ça veut dire que toute la nuit, elle a pensé à la reprise. Et le lendemain, elle réveille la bonne. Bon, elle me dit que oui, elle a senti qu'elle était un peu stressée, elle était irritable, elle répondait choses, elle tempêtait sur le mari qui était amorphe. Bon, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle n'a pas dormi la veille de la reprise, le lendemain elle n'a pas dormi, et puis elle a commencé à délirer. Et on l'a amenée. C'était une dépression du postpartum. Oui. Donc ça veut dire que il y a des moments clés. Il y a des moments clés. Quand l'enfant naît, que la femme arrive à la maison, bon, il y a même un trouble qu'on appelait le baby blues syndrome qui peut apparaître du 2e ou 5e jour, mais c'est vraiment une irritabilité. Ça peut passer sans problème. Et puis après cette période-là, il y a les jours qui suivent où s'il n'y a plus rien, bon, c'est bien, jusqu'au jour justement de la reprise de service, que j'ai constaté un seul cas, mais comme vous-même vous avez attiré mon attention, où effectivement c'est un nouveau stress qui s'ajoute, vous voyez, non? Ou bien c'est un ancien stress qui revient, un nouveau stress qui s'ajoute. Puisque qu'est-ce qui m'attend au service? Est-ce que je peux revenir allaiter mon enfant? Comment ça va se faire, etc. Et puis voilà. Est-ce que la dépression aussi l'un des facteurs peut être le changement physique? Le changement physique. On a accouché, ensuite on a pris du poids peut-être, il y a du ventre qui sort, ensuite... J'ai dit au début qu'il y avait un boom hormonal. Bon, et après l'accouchement, il y a eu une dépression de ce boom hormonal. C'est-à-dire que les hormones vont repartir à la normale. Ça, c'est un déclic qui peut amener la dépression. Maintenant, aujourd'hui, la prise de poids, on remarque ça généralement chez les femmes qui ont entre 35 et 45 ans. Ce sont ces femmes-là qui se soucient de leur profil. C'est ce que moi j'ai remarqué. Voilà. Ce sont ces femmes-là qui se soucient de leur profil. Sinon, le reste, il n'y a pas de problème. Voilà. À partir de cet âge-là, dans cette tranche d'âge-là, et oui, j'ai beaucoup grossi, etc. Bon, ça peut être un véritable problème qui s'ajoute, un stress qui s'ajoute à d'autres stress et qui peut effectivement déclencher encore une dépression. Une dépression. Et moi, je pourrais dire que c'est inutile de stresser souvent pour des futilités qui vont vous amener à un véritable problème parce que quand vous déprimez à un certain moment donné, ça devient vraiment une maladie qu'il faut traiter, comme le professeur l'a dit. Professeur, il vient de se passer 1 heure. Le temps est terminé pour cette émission déjà. Ça passe vite et c'était intéressant d'échanger avec vous, surtout comprendre mieux cette notion. Merci à vous, professeur Carrefour, d'être passé. Quel serait votre mot de fin à l'endroit des femmes, mais également des hommes qui peuvent vivre le syndrome postpartum? Ce que je peux dire, la grossesse, l'accouchement,
ce sont des moments d'extrême fragilité psychologique pour la femme, mais aussi pour l'homme. Parce que tous ceux qui ont expérimenté la grossesse de leur femme, la naissance d'un enfant, peuvent en dire peut-être même plus que ce que nous venons de dire. Donc, c'est des moments vraiment pour lesquels il faut vraiment prendre soin. Prendre soin de soi-même, prendre soin de la femme, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la dépression. Et pour cela, il faut se faire assister. Je répète encore que dans nos cultures, on avait de bonnes méthodes d'assistance à la femme qui est en grossesse, qui est en train d'accoucher et qui a fini d'accoucher. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, nous sommes en train de laisser tomber ça, alors que c'est des bonnes méthodes qu'on peut encore garder. Et pour rester nous-mêmes, il faut garder ces méthodes-là. Merci bien, professeur. Je rappelle que nous recevions comme invité le professeur Kapouni Carfo. Il est psychiatre et chef du service psychiatrie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. On s'est intéressé à la question de la dépression après accouchement, donc chez la femme, dans ce numéro de Féminin Pluriel. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On s'arrête ici pour ce numéro. Merci de rester fidèles au programme de Savan TV et j'invite les femmes surtout à prendre soin d'elles afin de pouvoir prendre soin de leur bébé. Allez, cuisse.